8 000 €, un mariage, et pas une seule invitation pour moi. À présent, je dépense mon argent en vin, en thérapie, et à verrouiller cette foutue porte. Chapitre 1. Le matin était silencieux, comme si la maison dormait encore. Je me tenais devant la fenêtre, respirant l'air de la banlieue lyonnaise, humide de rosée, un peu frais, mêlé à l'odeur des feuilles sèches et à celle du café venant de la voiture qui, apparemment, avait démarré avant moi, comme si la maison s'éveillait sans sa maîtresse. J'ai tendu la main, et là, sur la table de la cuisine, sous un journal, sous un paquet de biscuits entr'ouverts, gisait un relevé bancaire. Montant 8 000 €. Tout. Mariage de ma fille. Le gâteau, les décorations, les fleurs, la salle, le traiteur. Sans moi, sans demander, sans prévenir. Juste débité. J'ai posé ma tasse au bord de la table. Mes doigts tremblaient légèrement. Le café goûtait, mais son goût n'atteignait même pas ma langue. Trop amer. Je me suis assise et ai roulé le relevé pour ne plus le voir, pour ne pas avouer à voix haute que la vérité était déjà là. Le silence de la maison devint soudain étranger. On entendait le grincement des vieux loquets, comme si la maison elle-même s'étonnait. Le silence, mon compagnon. Avant, il consolait. Maintenant, c'était une pièce vide, où je ne savais plus à quoi me raccrocher. Le téléphone a sonné. Zoé. Maman, la voix légère. La salle demande encore 100-200 €. Je transmets juste. Je suis restée muette. Je n'ai pas répondu tout de suite. Le café avait refroidi. J'ai tenté de me souvenir quand tout a commencé, quand ma maison, ma famille, mon univers sont devenus l'arène des désirs d'autrui. Les rêves de Donald, les caprices de Zoé, les ennuis de Jérémie, tout s'est mêlé, et ma voix a coulé quelque part entre la poêle et l'hypothèque. J'ai bu une gorgée de café. Froid, sans goût. Dehors, les érables avaient déjà jauni. Septembre sonnait à la porte. Il était clair que quelque chose se termine. Et peut-être que quelque chose en moi espérait mourir pour qu'à sa place naisse autre chose. J'ai caressé la nappe du plat, celle que j'avais achetée machinalement pendant les soldes, sans y penser. Parfois j'avais l'impression, une personne peut suffire pour tout le monde, mère, soutien, ami, oreille. Mais cette même personne peut-elle un jour dire « assez ?» J'ai pris un stylo. J'ai posé le relevé devant moi. J'ai mordu ma lèvre, comme toujours quand je ne sais pas quoi faire. Je ne savais pas encore ce que c'était, ce sentiment. Mais une voix à l'intérieur de moi bougeait déjà. Elle disait « Lève-toi ». Chapitre 2. Le matin, la maison sentait le vieux bois et le silence. Chaque maison a son odeur. Je l'ai toujours su. La nôtre sentait Donald, même 3 ans après son départ. Parfois, j'ai l'impression que l'odeur de sa veste s'est incrustée dans les murs. Je suis passée devant son fauteuil. Il était toujours là, près de la fenêtre, comme s'il était simplement parti acheter une baguette et allait revenir d'un instant à l'autre. Sur l'accoudoir, le journal qu'il lisait la dernière semaine. Parfois, je le laisse exprès. Je sais, c'est idiot. Mais c'est comme un vieux fil encore connecté. Au cas où il entrerait, s'assiérait et dirait « Tu as encore jeté ma rubrique sport ». La pièce garde encore sa chaleur. Sa veste, sur le crochet. Ses lunettes, sur la table. L'écharpe dont il ne s'était pas servi depuis 5 hivers. J'avais essayé de ranger ses affaires une fois, le premier mois après l'enterrement. Impossible. Ça s'était terminé par des larmes, une bouteille de vin et une conversation avec la bouilloire. Depuis, je ne touche plus à rien. Ce matin, Zoé a appelé. Conversation courte, comme toujours. Pas un merci. Juste, les décorateurs veulent encore 300 €. Tu peux maintenant ? Sa voix sonnait comme si elle parlait d'une baguette. Moi, je regardais par la fenêtre et je pensais « Photobooth ». Nous en sommes arrivés à une époque où l'amour se mesure en photobooth. J'ai retiré le rideau de la fenêtre. Pas assez de lumière, pas assez de réalité. Dehors, tout était comme toujours. La rue, les mêmes voitures qu'il y a 20 ans. Sauf que maintenant, je regarde plus souvent que je ne marche. Un jour, j'avais rêvé de voyager. La Toscane, Lisbonne, peut-être l'Irlande. Donald rêvait aussi, mais lui avait des plans. Itinéraire, hôtel, billets. Moi, juste une image. Puis tout s'est enroulé. Enfants, école, cuisine, factures. Et mes rêves, ils attendent dans le débarras, à côté de la valise qui n'a jamais franchi la porte de l'appartement. Maman ?
Tu es toujours là? Zoé, toujours dans le combiné. Une voix apprise, presque sans pause. Je suis là, ai-je répondu, même si j'avais envie de dire je ne suis plus là depuis longtemps. Mais ça ne se dit pas, même à sa fille. Elle a commencé à raconter que le gâteau serait à l'amande, les amuse-bouches à la truite. Tout très joli, tout très cher. Je l'écoutais en rangeant les cuillères dans l'égouttoir. L'une était tordue, peut-être par le temps, peut-être par ma colère. Je me suis servi du café du thermos pour ne pas m'attarder dans la cuisine. L'appel s'est terminé et la maison est retombée dans le silence. Seul le frigo a ronchonné, comme un vieil homme à qui chaque mouvement coûte. J'ai traversé les pièces, sans but précis. Mais intérieurement, je cherchais est-ce qu'il reste un morceau de moi quelque part, entre ces murs, ces meubles, ces ombres? Dans la chambre, tout était comme avant. Les oreillers gardaient encore la forme de sa tête. Comme il y a 3 ans. Sur le rebord de la fenêtre, un cactus sec. Il n'a jamais fleuri. Parfois, je me dis que nous nous ressemblons. On tient, on reste debout. On regarde vers la lumière. On existe, mais on ne fleurit pas. Dans la salle de bain, j'ai regardé mon reflet. Une femme. Connue, mais pas moi. Des yeux fatigués. Des cheveux qui réclament un coiffeur, mais que je n'écoute plus depuis 1 an. Ce corps ne demande plus ce que je veux. Juste ce qu'il faut. Je me suis demandé si je disparaissais. Pas dramatiquement. Juste arrêter de répondre, arrêter de payer, arrêter d'être pratique. Que se passerait-il? Et là, derrière la fenêtre, j'ai vu passer le facteur. Le journal. Je suis sortie. L'air était comme de l'eau au citron. Âpre, frais, vivifiant. Le journal sentait l'encre et les nouvelles. J'ai souri. Légèrement. À moi-même. Je suis encore ici, ai-je pensé. Alors tout n'est pas perdu. Chapitre 3. Quand Jérémie a dit qu'il allait vivre ici un petit moment, je n'ai pas compris ce que cela voulait dire. Dans ma tête, cela signifiait 1 jour, 2, tout au plus, 1 semaine, si vraiment tout allait mal. Mais ce vendredi soir, devant la porte, sont apparus. Lui, une valise, une fille immense aux ongles tellement longs qu'on aurait dit qu'elle travaillait dans un cirque, et un chien nommé Spleen. « Salut, maman !» dit-il en m'embrassant sur la joue. « Voici Rebecca. Elle reste avec nous. » Et lui, c'est Spleen. Il dort près de la fenêtre. Rebecca a souri, mais ses yeux disaient autre chose. Une légère inquiétude, comme si elle considérait déjà cet endroit comme chez elle, et moi comme une visiteuse de passage. Il parlait d'eux comme d'un colis livré avec tout compris. Amour, nourriture, lit et compréhension. Sauf que la compréhension, elle, n'était pas incluse dans le paquet, du moins pas pour moi. Surtout quand Rebecca, sans enlever ses chaussures, s'est avancée dans mon salon, a regardé autour d'elle et a dit « On peut enlever ce fauteuil? Il est trop lourd. La couleur est triste. Et on pourrait mettre le miroir ici pour laisser entrer la lumière. » Alors que j'étais encore en train d'étreindre Jérémie, elle avait déjà déplié le plaid sur le canapé, déplacé mes coussins, rangé le vase de fleurs séchées et disposé des cristaux sur le rebord de la fenêtre. On aurait dit qu'elle avait une mission interne. Conquérir l'espace en 5 minutes. Spleen s'est couché dans un coin près du radiateur et a immédiatement commencé à se gratter. Moi, je me suis mise de côté, comme un meuble de trop. Le lendemain, Jérémie a pris ma voiture pour quelques heures. Il est revenu tard le soir. L'odeur de frites flottait encore dans l'habitacle, un ticket de fast-food traînait dans la boîte à gants et dans le réservoir, juste de l'air. Pas un merci, pas un pardon, comme si tout était normal. Je regardais Rebecca disposer des bâtonnets étranges, elle disait que c'était pour purifier l'espace. Pour moi, cela sentait juste le bois brûlé, mais j'ai hoché la tête. Je hoche souvent la tête quand je ne veux pas dire la vérité. Le 3e jour, Jérémie m'a dit « Maman, on peut dormir dans ta chambre ?» Le lit ne grince pas, et notre matelas est trop mou. J'ai mal au dos. Je l'ai regardé, et là, j'ai senti remonter tout ce que je n'avais jamais dit. « Jérémie », ai-je murmuré, la voix à peine tremblante. « Tu me le demandes parce que mon avis t'importe ? Ou juste parce que tu considères que tout ici t'appartient déjà ?» Il s'est figé, j'ai compris. Il s'était habitué à ce que je me retire en silence, à ce que mon opinion soit un vestige, une option inutile, pas un droit. Je n'ai pas répondu à sa réaction. J'ai simplement pris mon oreiller, mon plaid, et je suis allée dans la pièce qui avait été celle de Zoé.
Les papiers peints avaient encore leurs papillons roses. Rebecca est passée plus tard et a dit « On pourrait accrocher une mandala ici ?» Le flux de lumière est bloqué. J'ai haussé les épaules. J'avais l'impression de ne plus être moi. Juste un espace qu'il colonisait. Parfois, je me dis que mon plus grand talent, c'est d'être pratique. Céder une chambre. Me taire quand ça fait mal. Réchauffer la soupe alors que je préférerais aller dormir. Quand est-ce que ça a commencé ? Je ne sais plus. Un jour, je n'étais plus une femme. Je suis devenue un décor. Le soir, pendant que Rebecca chantait des mantras dans la salle de bain et que Spline mâchait mes pantoufles, j'ai pris l'une des lettres de Donald. S'ils oublient un jour qui tu es, ne l'oublie pas toi-même. Sinon, il ne restera plus rien de toi. Je me suis assise dans cette chambre rose et l'ai lue à voix haute. Pas pour moi, pour les papillons sur les murs. Eux se fichent bien de savoir qui est maître de la maison. Mais moi, plus maintenant. Chapitre 4. Dans notre maison, bien des choses continuent non parce qu'elles sont nécessaires, mais parce que c'est l'habitude. Je dépoussière encore les cadres, ceux sur les étagères où personne ne regarde jamais les photos. J'ouvre les rideaux de la chambre qu'aucun pas ne foule. Je pose le journal du jour sur l'accoudoir du fauteuil de Donald. Comme si, d'un instant à l'autre, il pouvait entrer et s'indigner que j'ai encore acheté le mauvais exemplaire. Ce jour-là, je cherchais un pull. Les matinées sont devenues froides. J'ai fouillé dans la vieille commode où sont rangés les vêtements d'hiver. Et j'ai trouvé une boîte. Une vieille boîte à chaussures, couverte de poussière. À l'intérieur, pas des chaussures, mais des lettres. Sur le dessus, mon nom. Écriture de Donald. On la reconnaîtrait parmi mille. Nette, régulière, avec cette petite boucle amusante sur le L. Je me suis assise par terre, la boîte sur les genoux, comme si j'avais peur de renverser quelque chose de vivant. J'ai ouvert la première lettre. Si tu lis ceci, c'est que je ne suis plus là. Je savais que je partirais le premier. Non pas parce que je le voulais, mais parce que tu es plus forte. Mais si un jour tu commences à oublier qui tu es, je te prie, souviens-toi. Tu n'es pas seulement maman. Tu es Laurence. J'ai toujours aimé cette femme précisément. Je suis restée figée. L'enveloppe sentait le vieux papier et la chaleur. Ce n'était pas un adieu, c'était un rappel. Le souvenir d'un voyage en Ardèche, de nos chants dans la voiture, de mon incompétence à cuisiner le poisson. Mais je le faisais avec une telle fierté, tant d'attention, qu'il mangeait en toussant sous le sel. Le souvenir de ce jour où l'ascenseur était tombé en panne et j'avais chanté une chanson de film pour ne pas avoir peur. Il se souvenait de tout, même de cette chanson un peu idiote. Il craignait qu'après son départ, je me perde. Entre les enfants, les tâches, les projets des autres. Qu'il ne reste que la maison, celle qu'on oublie, qu'à force, j'oublierai moi-même. Et alors, plus personne ne se souviendrait. Merci, Donald, ai-je dit à voix haute, doucement. Je n'ai pas pleuré, je suis simplement restée là, tenant la lettre comme une preuve que je suis encore en vie. Quand, le soir, Jérémie est rentré, je l'ai accueilli avec un autre visage. Pas plus dur, pas plus froid. Simplement un visage qui venait de se souvenir de quelque chose d'important. Il m'a demandé « Maman, pourquoi tu es si silencieuse ?» Et j'ai répondu « J'écoute une voix que je n'avais pas entendue depuis longtemps. » Puis, je suis allée allumer la bouilloire. Un nouveau son s'est imposé dans la maison, à peine audible, mais plus fort que les jappements de Spline, plus fort que les mantras de Rebecca. C'était la voix de Donald. Et elle disait « Laurence, réveille-toi ». Chapitre 5. J'attendais le bon moment. Pas un scandale, un moment. Je ne suis pas de celles qui claquent les portes. Je préfère me taire, laisser passer, m'éloigner, puis pleurer. Mais la lettre de Donald ne me lâchait pas. Ces mots étaient là, assis sur mon épaule. S'ils oublient qui tu es, n'oublie pas toi-même. Le matin était ordinaire. Bouillie sans gluten pour Rebecca, promenade de Spline sous la pluie, évidemment. Et encore une fois, le réservoir vide. Je regardais le ticket de la station-service. N'y figurait qu'un chewing-gum et un café. Le carburant, apparemment, était devenu optionnel. Quand Jérémie entra dans la cuisine, portant les pantoufles que je lui avais offertes il y a 10 ans, je lui tendis simplement l'extrait bancaire. Sans un mot. Il prit la feuille. Lut. « Maman ?» ?»« C'est juste de l'argent, » dit-il en haussant les épaules. « Tu veux que tout soit beau pour Zoé, non ?» Je le regardais. Il n'avait pas l'air coupable. Même pas surpris, comme si je lui lisais la météo.
On est une famille, ajouta-t-il, comme si cela expliquait tout. Jérémie, dis-je calmement, tu vis dans ma maison, tu manges ma nourriture, tu prends ma voiture, tu dors dans mon lit, et tu me dis que 8 000 €, c'est juste de l'argent? Il me regarda comme on regarde un flash dans le noir. Il ne me reconnut pas, ou ne voulut pas. On est une famille, répéta-t-il, plus bas. Je soupirai. Une famille, oui, mais seulement si on se respecte. Sinon, c'est juste de la colocation. Il se leva, attrapa une tasse avec brusquerie, se servit du café. Je vis sa mâchoire se crisper. Il n'avait pas l'habitude de ce ton-là. D'habitude, mes phrases étaient un « oui, bien sûr ». Mais non, ne t'en fais pas, ce n'est pas grave. Là, il y avait une limite, vivante, simple, mais une limite. Je n'ai pas crié, je n'ai rien dramatisé. J'ai juste fait, pour la première fois, quelque chose que je n'avais jamais fait, je n'ai pas reculé. Quand il est sorti, je me suis assise et j'ai pris une autre lettre de Donald. Dans celle-ci, il avait écrit « Tu as le droit d'être toi, même si ça leur déplaît. Surtout, si ça leur déplaît. » J'ai souri, pas de joie, de reconnaissance. Tout en moi vibrait. Continue. Chapitre 6. Je n'ai pas tout de suite osé ouvrir les autres lettres. Je voulais les étirer comme un bon vin, gorgée après gorgée, sans hâte. Mais ce jour-là, alors que la maison résonnait à nouveau de mantras, de l'odeur de l'encens et de la fourrure du chien, je suis montée au grenier. Là-haut, ça sentait les vieilles boîtes et les souvenirs. Je me suis accroupie, comme quand j'étais enfant, à la recherche des escarpins de maman. La boîte contenant les lettres gisait près des bonnets. Sans doute Donald l'avait cachée là où je venais rarement. Ou peut-être n'avait-il simplement pas eu le temps de la faire remonter. Les lettres étaient toutes différentes. Sur des feuilles de cahier, au verso des emplois du temps d'école, sur des cartes postales. Donald n'était pas sentimental, il était précis. Dans ses lettres, pas des reproches, mais une carte de moi. Comment qu'il me voyait, comment je m'étais oubliée. Tu chantais, Laurence, pas si juste peut-être, mais avec l'âme. Où est ta voix maintenant? Je me suis souvenue, je chantais vraiment. Dans une chorale, dans la cuisine, dans la voiture, sous la douche, surtout là, fort, faux, mais fort. Maintenant, je ne chante plus. Au mieux, je fredonne une recette en cuisinant, et ça, tout bas. Tu rêvais de travailler dans une bibliothèque, tu te souviens? Tu aimais les livres. Ensuite sont venus les enfants, l'hypothèque, moi. Tout a changé. Mais l'amour des livres, ce n'est pas provisoire. Il vit en toi. Il s'est simplement endormi. Il avait raison. J'aimais les livres. Pas juste les lire, y vivre. Être un personnage et non la bonne à l'arrière-plan. J'ai trouvé une photo. Moi et Donald au bord du Rhône. J'avais les cheveux courts, une écharpe jaune. Je riais. Il me tenait par les épaules. On se chamaillait alors pour savoir qui quitterait d'abord le boulot. Il disait « Toi ». Je disais « Non, toi ». La vie a gagné. J'ai descendu la boîte, l'ai glissée dans l'armoire de ma chambre. Je ne voulais pas que Rebecca la trouve et commence à purifier la douleur avec de la lavande. Ces lettres, ce n'est pas la douleur, c'est moi, celle que j'étais, celle que je veux redevenir. Le soir, je n'ai pas dîné avec eux. J'ai dit que j'étais fatiguée. Jérémie a haussé les épaules. Rebecca a murmuré « Tu portes une lourde karma, il faudrait lâcher prise ». J'ai hoché la tête. Oui, mais d'abord, me souvenir de qui je lâche. Cette nuit-là, je n'ai pas pleuré. J'ai lu. Et quelque part en moi, j'ai respiré à nouveau. Lentement, profondément. Je revenais, lettre après lettre, ligne après ligne, vers moi. Puis j'ai trouvé une enveloppe dans la boîte à lettres, sans adresse, avec pour seul mot « Regarde là ». J'ai essuyé la poussière sur le timbre, déchiré le papier. À l'intérieur, une photo en noir et blanc. Une jeune femme, les cheveux emmêlés dans le vent, riant. À côté, Donald. J'ai tremblé. De surprise, de douleur. De ce constat. Je ne reconnaissais plus cette femme, mais je savais. C'était moi. L'argent, les relevés, la vie, tout ça m'avait effacé. Mais sur la photo, j'étais encore visible. J'ai glissé la photo dans mon carnet, effacé la mention « Nous étions heureux », et j'ai compris. Le bonheur n'est pas un fantôme du passé. Il peut commencer maintenant. Chapitre 7. Ce ne fut pas une révolution, pas une colère, pas un cri.
C'était quelque chose de chaud, presque intime. Comme lorsque, pour la première fois, tu allumes la lampe dans une pièce vide et tu comprends soudain que tu peux y rester seul. Je me suis réveillée plus tôt que d'habitude. Pas à cause d'un bruit, ni spleen, ni les mélodies spirituelles de Rebecca, mais d'une paix intérieure. Un sentiment très rare, presque oublié. Je n'ai pas préparé de café. Je me suis juste assise au bord du lit et je me suis tendue à l'écoute de moi-même. Assez, ai-je murmuré, même à voix basse, et tout en moi a accepté. Je me suis habillée, j'ai pris mon sac et je suis allée à la banque. La secrétaire à l'entrée portait encore des lunettes sur chaîne, comme au siècle dernier. On m'a reçue sans faire la queue, non pas parce que j'étais importante, mais parce que j'étais une habituée. « Madame Bélan, comment allez-vous » a demandé le banquier. « Je grandis » ai-je répondu. Il a souri sans tout à fait comprendre, mais il n'a pas posé de questions. J'ai bloqué la carte. J'ai retiré Jérémy de l'accès partagé au compte en ligne. J'ai configuré les alertes sur mon téléphone. « Vous voulez changer le code PIN » m'a-t-on demandé. « Oui, je change ma vie. Commençons par le code PIN » ai-je répliqué. Ensuite, le notaire. Madame Morrison occupe toujours son bureau dans ce vieil immeuble à l'enduit craquelé. J'y suis allée comme à une confession. Là-dedans, ça sentait le papier, le café et une légère poudre. « Laurence, ma chère » m'a-t-elle dit. « Vous avez de nouveaux yeux. Quelque chose s'est passé ?» J'ai retrouvé des lettres. Et l'ancienne moi. J'ai décidé que c'en est assez. Nous avons revu le testament. J'en ai modifié les clauses. Les enfants, pas tout. Seulement s'ils deviennent des êtres, et pas seulement des descendants. Et un peu pour l'orphelinat, ai-je ajouté. Et pour un fonds d'alphabétisation, que quelqu'un d'autre apprenne à se lire avant qu'il ne soit trop tard. Quand je suis sortie, la rue me sembla plus lumineuse, peut-être le soleil de septembre, ou peut-être moi. Dans le bus du retour, je regardais par la vitre et je souriais. Un vieil homme en face de moi m'a cligné de l'œil. Pour la première fois depuis longtemps, je n'ai pas détourné le regard. J'ai répondu par un clin d'œil. Que la journée commence au comptoir d'une banque et chez le notaire, mais qu'elle finisse avec le sentiment que je suis revenue. Personne n'a applaudi. Personne ne m'a attendu. Mais à l'intérieur, il y eut une ovation. Silencieuse. Juste pour moi. Chapitre 8. On peut sentir la panique même à travers un téléphone. Sa voix monte d'un ton, comme si elle parlait sous l'eau. Ce jour-là, elle vibrait comme une corde trop tendue. « Maman, c'est vrai ce que tu as fait ?» Je posai la bouilloire et m'assis. Toujours mieux d'être assise quand tout bascule. « Quoi donc ? Tu as bloqué la carte ?» ?»« Oui. » Silence à l'autre bout du fil. Je l'ai entendue inspirer profondément, comme si elle tirait sur elle-même vers un précipice. C'était étrange de le dire à voix haute. Pendant des années, tout se faisait tout seul. Les virements, les paiements, les prélèvements. Et voilà que pour la première fois, je sens que j'ai un levier. Petit. À moi. « Zoé ?» dis-je calmement. « Tes caprices ? Ce n'est pas mon affaire. » D'abord. Le silence. Puis, je suis choquée. Moi aussi, ai-je répondu, de la facilité avec laquelle vous demandez. Elle tenta l'argument classique, vieux comme le monde. Mais c'est toi qui nous as appris à être là pour les autres, non ? Mon Dieu, jusqu'à quand ? Oui, mais je ne suis pas votre banque, ni votre coussin. Je ne suis plus douce, ni un crédit. Je l'ai entendu soupirer, puis renifler. Manipulation ? Peut-être, ou peut-être, simplement la première fois qu'on lui disait « assez ». « Maman », a-t-elle murmuré, « si tout est annulé ? Alors ce sera ta première vraie histoire d'adulte, et mieux vaut la commencer sans l'argent des autres. » Elle a raccroché. Pas de au revoir, pas de merci. Mais je suis habituée. Je remis la bouilloire sur le feu. Elle bouillait comme sa voix. Mais moi, je n'étais plus en ébullition. Je me suis servi une infusion de camomille et j'ai regardé la rue par la fenêtre. Le chat du voisin, du haut d'un rebord, sauta, s'étira, comme s'il connaissait toutes les réponses aux questions du monde. Jérémy entra dans la cuisine. « Encore un drame, cette fois ? » « Le catering est en danger, » répondis-je en prenant une gorgée. Il laissa échapper un grognement et sortit. Et moi, je restais là, à penser. C'était facile ? Bien plus facile que je ne l'imaginais. Simplement dire « non », sans explication, sans larmes, sans remords.
Juste non. Et le plus surprenant, rien n'a explosé. Le monde n'a pas implosé. Peut-être le catering prend-il un coup, mais moi, non. Au contraire, j'ai grandi un peu plus haut, d'une bonne trentaine de centimètres. Chapitre 9. Changer les serrures. Ce n'était pas seulement un détail technique, c'était un geste. Comme jeter le vieux linge pour s'acheter quelque chose de neuf, vif, un peu impraticable. Mais dans ce cas, c'était les clés, les portes. Et moi. L'homme qui est venu pour remplacer les serrures avait un regard de celui qui a tout vu. Il m'a regardé, puis la maison, le cadre de la porte, et n'a rien demandé. Il a juste hoché la tête. Je comprends. Quand il eut fini, je lui donnai 10 € supplémentaires. Il parut surpris, mais accepta. Très bonne journée, madame. À moi. Une nouvelle, répondis-je. Juste nouvelle. Le soir, Jérémie n'a pas pu ouvrir la porte. J'ai entendu la poignée qui tournait, les jurons, d'abord sourds, puis plus forts. Je me suis servi un verre de vin. Du Bordeaux, le meilleur accompagnement d'un drame. Il tambourina, puis il a appelé. Je n'ai pas décroché. 5 minutes plus tard, la porte bougea de nouveau, cette fois avec un cri. « Maman, t'es devenue folle ou quoi ?» J'ai ouvert. J'étais en tablier, avec l'odeur d'un gratin au fromage de chèvre et à l'échalote. Le dîner est à 19h. Si tu veux manger, lave-toi les mains d'abord. Il me regardait comme si j'avais emménagé dans le corps d'une autre femme. Tu as changé les serrures ? Oui, c'est ma maison, avec mes serrures. Tu me mets dehors ? Non. Aujourd'hui, je ferme simplement la porte de ceux qui entraient sans frapper. Il a jeté son sac sur le plancher. C'est n'importe quoi. T'es complètement cinglé. Je ne répondis pas. Je sortis la quiche du four. Elle était dorée, sentait le croquant et la liberté. Rebecca arriva peu après, et aussitôt, comme si de rien n'était, se mit à expliquer que l'énergie avait changé. Je sens une tension dans la région du cœur. C'est le fromage, répondis-je. Il est gras. Ils allèrent dans leur chambre en claquant la porte. Moi, je restai seule dans la cuisine. Avec le vin, la quiche et ce sentiment étrange, je suis de retour, dans Emma Maison. C'était le premier soir où je ne me suis pas excusée, même pas auprès de moi-même. Chapitre 10. Au début, j'ai cru que c'était le facteur, ou notre voisine qui venait demander du sel. Mais quand j'ai ouvert la porte, c'était une gamine qui se tenait là, en jean déchiré, avec un sac à dos plus grand qu'elle, et un visage sur lequel semblaient se refléter les 4 saisons à la fois. « T'es encore une mamie ?» m'a-t-elle demandé. « Parfois ?» ai-je répondu. Derrière elle, ma petite fille Clara, la fillette de Zoé. « Maman dit que tu es méchante, mais je veux juger moi-même. Quelque chose en moi s'est fendu, sans doute ce qui me tenait encore par ce mot « maman ». J'ai entrouvert la porte. « Entre ! Vérifie !» Clara est entrée sans enlever ses chaussures, a laissé tomber son sac sur le tapis et a tout de suite demandé où boire. Je l'ai guidée vers la cuisine. Elle a ouvert l'armoire, pris la plus grande tasse, celle sur laquelle on lit « Meilleur papa », Donald l'aurait apprécié, et s'est servie de l'eau, comme une personne qui a déjà un plan pour la journée. « Maman dit que tu ne donnes pas d'argent. C'est vrai. Et qu'en plus, tu n'aimes pas les fêtes. Ce n'est pas tout à fait ça. J'aime le silence mieux. Moi aussi, surtout quand personne ne hurle. » Clara parlait vite, mais elle ne bavardait pas. Elle semblait observer, regarder la maison, le fauteuil, le coussin poussiéreux dans le coin. « Ici, ça sent le pain. Et l'homme ?» a-t-elle dit. « Mais ça sent bon. » J'ai souri. « L'homme, c'est sans doute le voisin. Il vient parfois réparer un robinet. Maman dit que tu vis avec lui. Et toi, qu'est-ce que tu penses ? » Je pense que maman est jalouse. On a dîné dans la cuisine. J'ai préparé une soupe. Clara a mangé 3 cuillerées, puis a dit « Oh mon Dieu, c'est des légumes ?» et a sorti de son sac une barre de caramel. Avant de dormir, elle m'a demandé où elle pourrait dormir. Ici ou par terre, peu importe, tant que ce n'est pas avec maman. Elle crie même en dormant. Je lui ai préparé le vieux canapé. Elle s'est endormie en 5 minutes, mais avant, elle m'a dit « Mamie, t'es normale, juste étrange. » Merci ma chérie. C'était un compliment. Quand elle s'est mise à ronfler doucement, je me suis assise à côté d'elle et je l'ai regardée. C'était un autre enfant.
née dans le vacarme, mais qui cherchait le silence. Droite, pas gâtée. Et quelque chose a fleuri en moi pour la première fois depuis des années. Pas un cactus, non, plutôt une marguerite, simple, authentique. Chapitre 11. Je ne pensais pas revenir chez Madame Morrison si tôt. Nous avons une longue histoire. C'est elle qui avait rédigé le testament quand Donald avait appris sa maladie. À l'époque, je ne comprenais presque rien. Je hochais la tête. Je signais. Je pleurais dans les toilettes. Cette fois, c'était différent. Je suis entrée en manteau gris clair, celui qui pendait depuis longtemps sans servir, avec une coiffure faite à 9 € chez la première coiffeuse venue au coin de la rue. Pas pour le style. Pour sentir que je peux être une nouvelle version de moi-même, sans fracasser ma vie, mais doucement, comme une tasse déposée dans une armoire neuve. « Laurence » dit Madame Morrison. « Vous êtes différente aujourd'hui. Je suis redevenue moi. Je me suis souvenue comment c'est. Nous nous sommes assises. Elle a sorti les vieux papiers. Le testament rédigé 10 ans plus tôt paraissait avoir été écrit non par moi, mais par la peur. Je veux le réécrire, dis-je. Posément, sans vengeance, juste avec honnêteté. Et nous avons commencé. Une part, pour un refuge d'animaux. Je me suis souvenu comment Donald nourrissait la chatte errante qui venait dans la cour chaque automne. Il l'appelait Madame Poirot, à cause de ses moustaches élégantes. Une part, pour un fonds d'alphabétisation. Que quelqu'un apprenne à lire, des livres, les gens, soi-même. Et pour les enfants, ils auront quelque chose, dis-je. Mais seulement si... Oui, demanda Madame Morrison. S'ils rendent ce qu'ils ont pris sans demander. L'argent, la confiance, ma voix. Madame Morrison n'a rien dit. Elle a juste hoché la tête. Sa plume glissait vite, mais j'ai entendu chaque trait. C'était le son de la libération. Vous êtes sûre ? Pour la première fois de ma vie, oui. Quand je suis sortie de son bureau, l'air sentait le pain chaud et la terre fraîche. Quelque part, l'eau perçait. Le ciel était gris, mais pas triste. Je suis entrée dans une boulangerie, acheté une baguette encore chaude et 2 viennoiseries à la crème pâtissière. Chez moi, Clara m'attendait. Elle était assise par terre, en train de me dessiner. Moi, avec des ailes. « C'est toi, mamie, mais en super-héroïne. »« Pourquoi avec des ailes ? Parce que maintenant tu n'as plus peur ?» Je n'ai su quoi répondre. J'ai juste tranché la baguette, posé les viennoiseries sur une assiette et mis la bouilloire à chauffer. Parfois, un seul enfant suffit pour que tu croies encore que tu peux voler, même doucement, même sans quitter le sol. Chapitre 12. La pluie tombait depuis 3 jours d'affilée. Pas un violent orage, une pluie à la française. Tatillonne. Comme si le ciel discutait avec quelqu'un, calmement, sans éclat. Il pleuvait juste assez pour que le parapluie soit inutile, et l'humeur légèrement humide. Je me tenais à la fenêtre, écoutant les gouttes tomber du toit au vent. Le même son, encore et encore. Clara a dit « Il y a une fuite ici. »« Tu es un génie, » ai-je répondu. « Et toi, tu vas où ?»« Sauver l'univers parallèle. Mais si tu ne répares pas le toit, c'est lui qui va t'engloutir. » À ce moment-là, on a sonné à la porte. J'ai ouvert. C'était Paul Roche, un voisin de l'autre bout de la rue. Environ 70 ans, cheveux comme de la poudre de sucre, regard changeant comme le temps printanier. Il tenait dans les mains une boîte en plastique. C'est des lasagnes, les miennes. Pour l'instant, personne n'est mort. C'est déjà du progrès. Entre donc. Il est entré lentement, comme s'il franchissait un seuil entre mon passé et mon présent. Dans ses yeux, l'ombre de quelqu'un qu'on attend, mais qu'on n'appelle plus. Paul ne venait pas souvent, mais toujours au bon moment. Veuf depuis 5 ans, sa maison, comme la mienne, grinçait doucement sous ses pas. Parfois, il venait chercher du sel, mais partait toujours le sourire aux lèvres. Je pensais qu'il était seul. Puis j'ai compris. Il s'est simplement resté seul sans se plaindre. Quand il posa les lasagnes au four, il lança, l'air discret. « Je sais que ton toit fuit. »« Je sais. » Clara l'a remarqué. « Je peux réparer ça ? Je m'ennuie de toute façon. »« Et si tu tombes ? » demanda-je. « Alors tu pourras dire, il est mort comme un héros, un seau à la main. » Nous avons ri, vraiment ri. Un rire chaud, sans honte, sans masque. Je n'avais pas ri comme ça depuis longtemps. Pendant que les lasagnes cuisinaient, Paul sortit un vieux tourne-disque, que je n'avais pas touché depuis 6 mois. « Tu veux danser ?» me dit-il, me tendant un vinyle de tango. Je n'ai pas répondu tout de suite.
J'ai écouté le grésillement de l'aiguille, puis les premières notes. Ça fait 100 ans que je n'ai pas dansé, murmurai-je. Peut-être qu'on commence par un demi-pas, sourit-il. Je me suis levée, un peu gauche, les mains tremblantes. On a tournoyé dans la pièce, glissant doucement sur le parquet, écoutant la musique, entendant seulement nos respirations. C'était à la fois étrange et magnifique. Sentir que je peux encore bouger, non pas pour la maison, mais pour la vie. Clara est entrée dans la cuisine, a regardé Paul et a demandé « C'est lui, ce mec qui sent le l'homme ?» Paul s'est figé, moi. Non. Oui, c'est lui, le sauveur des gouttières et maître des lasagnes. Clara hocha la tête, avec respect, puis repartit dessiner son portrait. Avec des ailes, bien sûr. Nous nous sommes assis à table. J'ai sorti le vin. Paul a sorti, de sa poche, un tire-bouchon. Oui, il avait toujours un tire-bouchon sur lui, au cas où le vin serait mauvais. « Laurence, dit-il, alors que nous venions de finir en silence, écoutant enfin le crépitement de la pluie qui se calmait. Tu as l'air enfin rentrée chez toi ? Je le suis, répondis-je. Pour la première fois, je ne suis plus invitée. On n'a pas parlé de la vie, on ne s'est pas sauvé, on n'a rien sauvé, on a juste mangé, bu, écouté les gouttes. Et ce fut, sans doute, le plus beau soir des 3 dernières années. Chapitre 13. Paul Roche est revenu réparer le toit. Il a dit qu'il avait oublié de consolider l'angle près du conduit, que l'eau passait et parlait du mauvais côté. Je n'ai pas cherché à savoir de quel côté l'eau devait parler. J'ai simplement fait du thé aux bergamotes, pris l'ancienne tasse marquée « Madame c'est mieux ». Pendant ce temps, Clara dessinait son énième portrait, le 4e je crois. Sur ce dessin, il portait un manteau, un marteau à la main et des ailes. Elle a dit « Il est comme un super-héros, mais sans collant ». J'ai hoché la tête. Il aurait aimé le compliment, surtout la partie sur les collants. Paul ne participait pas au bavardage. Il était là, comme ce vieux canapé confortable, présent, utile, mais discret. On ne parlait pas beaucoup, mais on se comprenait. Et puis, la porte a claqué. C'était Jérémie. Il revenait plus tôt que prévu. Les pieds nus encore dans des chaussures, téléphone à la main, irritation dans le regard. Il a vu Paul qui descendait l'escalier. Il s'est figé. « C'est qui, lui ?» a-t-il dit, la voix dure, mais je sentais de la fatigue aussi. « Paul, le voisin, il est venu aider. Qu'est-ce qu'ils foutent ici ?» Je suis intervenue, me plaçant d'entre eux. « Il ne traîne pas, il est venu parce que le toit fuit. » Jérémie fronçait les sourcils, comme s'il cherchait une réponse dans le noir. « Ah oui ? Tu héberges maintenant un vieux ?» « Je ne l'héberge pas, » ai-je répondu, doucement. « Il est venu réparer, et on parle comme des adultes. » Il a reculé. Peut-être à cause de mes mots, ou peut-être parce qu'il a compris. Cette scène n'est plus pour lui. Il n'est plus le protagoniste de cette pièce. Paul a enlevé sa casquette. En partant, il a dit « Merci pour le thé, et pour ta patience. »« Ma patience est finie, Paul, » ai-je répliqué. « Mais pour toi, toujours. » Clara a murmuré, presque pour elle-même « Il est cool, il est adulte, » ai-je dit doucement. Ce qui est si rare, je trouve. Quand Jérémie claqua la porte derrière lui, la maison poussa un soupir. Comme moi. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste senti que maintenant, je sais répondre. Sans cri. Sans peur. Juste. Avec vérité. Chapitre 14. Il est venu le soir. Sans appeler. Sans préambule. J'ai ouvert la porte. « Bonsoir, Madame Bélan. On peut entrer ?» a-t-il demandé. « Bien sûr. Aujourd'hui, c'est le jour de l'honnêteté. Entrez. » ai-je répondu. Il s'est assis avec précaution, comme s'il craignait d'écraser l'air entre nous. J'ai vu son regard hésiter, d'abord sur le manteau suspendu, puis sur les coins de la pièce avant de se poser sur moi. J'ai parlé à Zoé, je l'ai écoutée, puis j'ai décidé de m'écouter moi-même. Je n'ai rien dit. Parfois, le silence dit plus fort que les mots. Je ne savais pas. Pour l'argent, pour ces 8 000 €, pour vous, pour la façon dont tout était organisé. Je pensais que vous étiez juste une mère compliquée. Et en fait, il s'est tu, puis a sorti une enveloppe. Je veux en rendre une partie, je ne pourrai pas tout. Mais la moitié, oui, ce n'est pas un geste, c'est de la justice. Je n'ai pas pris l'enveloppe immédiatement. Je l'ai regardée. Dans ma tête résonnaient les mots de Donald. Si jamais quelqu'un vient s'excuser, ne te précipite pas pour le pardonner, mais écoute-le.
Merci, David. Ce n'était pas ton devoir. Mais ton choix parle pour toi. Il acquiesça. Nous avons annulé le mariage, pas à cause de l'argent, mais parce qu'il n'y avait aucune honnêteté, ni envers vous, ni envers nous, ni envers moi. Nous restâmes silencieux un instant encore. Puis il se leva. Clara restera un peu plus longtemps ici. Pour elle, c'est plus facile, je pense que c'est pareil pour vous. Je sais, répondis-je doucement. Je vous souhaite la paix, dit-il simplement, et il partit, sans drame, sans larmes, simplement. Il partit. J'ai senti une tristesse légère, mais pas celle qui tire vers le bas, celle qui murmure. Tu as survécu, tu peux respirer. Clara dessinait dans sa chambre. Je suis allée derrière elle, j'ai regardé par-dessus son épaule. Une scène simple. Paul, moi, tous les deux, main dans la main. Je souriais. C'est vrai, ça ai-je demandé. Je ne sais pas, a-t-elle répondu. Mais regarde comme c'est beau. J'ai posé l'enveloppe avec l'argent dans un tiroir. Pas par vengeance, mais parce que je veux qu'il reste la vérité. Elle ne pèse pas très lourd, mais elle prend toute la place dans le cœur. Chapitre 15. Elle est arrivée le soir, avec une valise, sous la pluie, l'air d'une femme qui n'a plus d'endroit où aller. Seulement en arrière. J'ai tout de suite compris. Ce n'était pas une visite, mais un retour. Mais j'ai quand même ouvert la porte, j'ouvre toujours. La seule question est, qui est derrière ? Est-ce que je peux rester un peu chez toi ? Dit-elle, debout sur le seuil, comme une gamine fugueuse du camp. Sauf qu'elle portait des talons sérieux et avait des cernes sous les yeux. Entre, dis-je. Elle posa la valise dans le couloir, n'enleva pas ses chaussures, ne me serra pas dans ses bras. Elle alla simplement dans la cuisine et s'assit. Tout s'est effondré. David est parti, l'argent a disparu. Clara, je crois qu'elle a une nouvelle famille. Je lui tendis une tasse. Sans sucre. Elle buvait toujours avec, mais aujourd'hui, non. Qu'elle goûte à la vérité. Je sais. Tu suis heureuse, non ? Que tout soit comme ça ? Non, mais je suis soulagée que la vérité nous ait rattrapés. Elle me regardait, cherchant dans mes yeux l'ancienne maman. Celle qui aurait sauté, serré, dit « Pauvre ma fille ». Mais elle n'était plus là. Je me tenais debout, comme une femme. Ni mère, ni tire-larme, ni infirmière bienveillante. Maman, je ne sais pas où aller. Je la regardais. Ses épaules tremblaient un peu. Je vis ses larmes monter sans qu'elle relève les yeux. Puis, doucement, « Est-ce que je peux rester quelques jours ?» Les larmes, pas celles qui coulent sur les joues, mais celles qui restent coincées à l'intérieur. « Tu es adulte, je ne te refuse pas ça, mais je ne peux pas… » « Te reconstruire pour toi ?» acheva-elle. « Oui, je suis fatiguée de réparer vos vies, d'être à la fois un peu Dieu et un peu esclave de vos catastrophes. » Elle se retourna, ne montra pas ses larmes, mais je savais qu'elles étaient là. Ce n'était pas un triomphe, c'était de la clarté. « Je te laisse la clé, si tu décides de revenir. Pas pour vivre, mais pour parler, comme des adultes, comme des humains. » Elle partit, sans sa valise. Dans le couloir resta l'odeur de son parfum, le bruit de ses talons. Et des années, un tas de vêtements éparpillés comme sur un vieux plancher. Mais je ne les ramassai pas. Clara s'approcha et murmura « Tu es comme une sorcière, douce mais effrayante. » Je souris. « Non, juste une maman qui a appris à dire non. C'est pire qu'une sorcière, » dit calmement Clara, et elle alla manger des pâtes. Chapitre 16. Il n'est pas venu pour récupérer ses affaires, ni pour parler. Il est venu pour avoir le dernier mot. Jérémie est arrivé en fin d'après-midi, le visage tendu, les lèvres serrées comme un chat prêt à bondir. « Alors ? T'es contente ? T'as viré tout le monde ? » David est parti, Zoé est une ombre. Moi, je suis un étranger. T'as tout foutu en l'air. J'ai posé ma tasse, sans bruit. J'ai appris à poser sans bruit, mais avec du sens. Je n'ai rien détruit, Jérémie. J'ai juste arrêté de me détruire moi-même. Il a levé les sourcils, comme Donald quand je lui faisais une remarque en public. T'as toujours tout supporté. Et maintenant ? Tu dis non à tout ? J'ai dit oui à moi-même, Jérémie. Et là, c'est calme, c'est doux, personne ne bouffe ma nourriture, ne vide mon compte ou ne juge mon voisin. Il a ouvert la bouche. Rien n'est sorti. Première fois. Ou alors, il n'a juste pas compris ce que c'est de ne plus être au centre. Mais on est une famille, a-t-il tenté.
Une famille, c'est pas un mot pour justifier l'exploitation. C'est du respect. Il s'est tu. Il cherchait ses mots, mais il ne les trouvait plus. Il a voulu balancer quelque chose. Je voyais la colère en lui, et la surprise aussi. Maman n'est plus comme avant. Maman est nouvelle. L'horreur. Très bien, dit-il. Tu vas finir toute seule. J'ai déjà été seule, dis-je. Quand vous étiez tous là, il est parti. La porte a claqué. Le vide a soufflé dans la maison. Pas un vide qui fait peur, un vide qui fait de la place. Je suis surrestée. Avec ce vide-là, celui qui libère. J'ai retiré mon manteau, je me suis prise dans les bras, comme une vieille amie, et, dans la maison, enfin, un silence rempli de ma respiration. Paul est venu le soir avec une part de tarte et un tournevis. Le toit grinçait encore. Tout va bien ? Mieux. Aujourd'hui, je me suis choisie. Pourvu que tu ne te déçoives pas. Je vais me verser un verre de vin. Donc non. On a pris place sur la véranda, sous un plaid. Clara dessinait près de nous, encore moi, encore avec des ailes. Mais cette fois, avec Paul. Et le chien. Et le jardin. Je lui ai dit « Ajoute un peu de terre sous mes pieds. » Pourquoi ? Pour qu'on voie que je tiens debout, pas que je vole. Juste que je tiens. Et dans cette terre, je sentais mes racines, pas maternelles, pas prêtées, les miennes. Chapitre 17. J'ai longtemps cru que le silence était une punition. Mais en fait, c'est un cadeau. Aujourd'hui, il ne me fait plus peur. Il résonne. Comme une musique intérieure que je n'ai pas choisie, mais que je reconnais. Je suis dans le jardin. Les doigts dans la terre, la poussière sous les ongles. Les mauvaises herbes perlées de rosée. Je plante des dahlias. Avant, je les trouvais trop voyants. Maintenant, je les trouve beaux. Je me permets, enfin, d'aimer le beau, même si c'est inutile. Clara est dans le hamac et lit à haute voix. Tu veux que je devienne narratrice ? Tu l'es déjà. Sévère ? Non, une qui parle avec le cœur. Paul vient plus souvent, discrètement, juste là, avec une baguette, un tournevis ou une histoire sur le jour où il a confondu la lavande avec de la nette. Il s'assoit, reste silencieux. Parfois, il dit « Tu respires à nouveau, ça se voit. Et toi, tu souris, ça s'entend. » Au centre d'alphabétisation, où je vais 3 fois par semaine, on m'appelle Madame Laurence. Quelqu'un a écrit son nom pour la première fois. Quelqu'un a compris que les lettres sont des ponts. Et moi, pour la première fois, j'ai compris que je ne suis pas qu'une mère. Je suis une femme, une accompagnante, je suis simplement moi. Le matin, je ne me réveille plus avec de l'angoisse. Je me réveille avec du thé et le bruit du jardin, comme si tout ce qui est vivant se réjouissait que je ne me cache plus dans l'ombre. Un jour, Clara m'a dit « T'es pas parfaite. » Dieu merci, ai-je répondu. Je suis enfin vraie. Quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus une femme fatiguée après la vie. Je vois une femme dont la vie commence. Pas comme une fête, comme un mardi tiède ou un septembre. Sans promesse, mais avec le droit d'être à soi. Chapitre 18. Je l'ai trouvé par hasard, comme toutes les choses importantes de cette vie, dans l'intérieur du vieux manteau de Donald, celui que je n'avais jamais jeté parce qu'il portait encore ses épaules. Dans la poche intérieure, une enveloppe, une écriture familière, le papier un peu tremblant, comme la voix de celui qui savait déjà qu'il allait partir. Tu as toujours été plus forte que tu ne le pensais. Tu vivais pour tout le monde, comme si c'était une obligation. Mais tu sais quoi ? Personne ne t'a jamais demandé de disparaître. Et si quelqu'un le demandait, ce n'étaient pas ceux qui t'aimaient. Tu as le droit, simplement d'être, simplement d'exister, je te vois. Même maintenant. J'ai lu à haute voix. Pour moi. Les mots étaient chauds, pas venant du papier, mais de la vérité. J'ai remis la lettre dans le tiroir. Et pour la première fois de ma vie, je me suis mise à table pour écrire une réponse. Non pas à Donald, à moi. Chère Laurence, tu as fait ce que tu pouvais. Pas parfaitement. Mais honnêtement, tu as pardonné non parce qu'on te l'a demandé, mais parce que tu étais fatiguée de tout porter. Tu as cessé d'être seulement une mère. Tu es redevenue une femme. Avec des ailes, même invisibles. Je t'entends. Je ne te quitterai pas. Je suis toi. La lettre était maladroite, sans majuscule à certains endroits, avec une tache d'encre ou de thé. Mais c'était la bonne lettre, parce que je ne l'enverrai jamais. Elle reste à moi. Comme un rappel, une voix,
des racines. Dehors, les dahlias fleurissaient. Trop vives pour septembre, mais qui a dit que la vie devait suivre un calendrier? La pluie avait cessé, l'air était propre, humide, neuf, comme si la terre avait exhalé. Aucun son, sauf le battement tranquille de mon cœur. Personne dehors. Juste la lumière qui ne demandait rien en retour. Je restais là, appuyée sur le rebord de la fenêtre, et je pensais, c'est ça, être à la maison, non seulement dans la maison, mais en soi. J'ai mis la bouilloire sur le feu. Clara peignait par terre. Paul lisait le journal, marmonnant quelque chose sur la politique et les mauvais pains. Paul frappa à la fenêtre, comme chaque matin. Je sortis, souriante. Il tenait simplement une tasse de café. « Tout va bien ?» demanda-t-il. « Oui, répondis-je. La maison est maintenant à l'intérieur de moi. Et je savais, je suis à la maison, et je ne fais pas que vivre. Je suis vivante. Si tu as lu jusqu'ici, ça veut dire que tu étais là. Merci. Pour tes yeux, ton attention, ton cœur. Je t'ai raconté mon histoire non parce qu'elle était extraordinaire, mais parce qu'elle est ordinaire. Ces histoires ne finissent pas dans les journaux. Elles se passent dans les cuisines, les couloirs, le silence, quand les enfants grandissent, et que tu te retrouves seul avec toi-même, sans savoir qui tu es maintenant. Moi, j'ai longtemps gardé le silence, supporté, donné. Puis un matin, je me suis levée, et j'ai entendu une voix. Tu es toujours là. C'est depuis ce matin que ma nouvelle vie a commencé. Pas grande, pas héroïque, mais mienne. Si toi aussi tu t'es senti invisible un jour, si tu as cru que personne ne t'écoutait, ou que tu t'es perdu parmi les besoins des autres, sache, tu n'es pas seul. Je t'entends, je sais ce que c'est. Et je veux entendre ton histoire. Écris, dans un commentaire, une lettre, une phrase, sur ce que tu as perdu, ce que tu as retrouvé, comment tu es redevenu toi. Je promets, je lirai, parce qu'aujourd'hui j'ai le temps, et un cœur capable d'écouter. Ta Laurence.